derrière, justement les erreurs de chiffres et cetera, il y a des choses plus graves qui se cachent. Quand, par exemple, on a quelqu'un comme, Yann Lequin, qui a un parti pris, on va dire, sur tout ce qui est sécurité de l'intelligence artificielle. C'est dangereux. C'est dangereux parce que dans son parti pris, il va dire: «Voilà, les choses, elles vont se réguler toutes seules» et c'est pas le consensus, scientifique. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Jean-Baptiste Boisseau, qui est ingénieur et cofondateur de Signal Arnaque et qui est aussi derrière la chaîne YouTube IA Clash, dans laquelle il débunk les déclarations des plus grands experts de l'IA, dont Yann Lequin, Cédric Villani, Laurent Alexandre ou encore Luc Julia, que du beau monde. Aujourd'hui, nous allons donc parler des mythes et de la désinformation autour de l'IA. Bonjour Jean-Baptiste, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bah, super, merci de ton invitation, Julien. Eh ben, un grand plaisir. J'ai hâte d'échanger avec toi parce que on va essayer de faire attention à la désinformation et d'être un peu précis sur les discours dominants quand on parle d'intelligence artificielle. Ça va être passionnant. Mais avant ça, j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant de plonger dans le grand bain de l'IA. Jean-Baptiste, tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ils faisaient quoi tes parents? Alors j'ai 46 ans, je viens de Troyes, qui est célèbre pour, Chrétien de Troyes, Jean-Marie Bigard ou encore, Julien Redelsperger. Et mes parents ont été l'un comme l'autre, entrepreneurs, quasiment toute leur vie. Ma mère a vendu des chaussures, des fleurs, des piscines et mon père, lui était ingénieur. Il a créé, des machines spéciales dans tout un tas de secteurs. Il a développé les premiers robots dédiés à l'emballage, même dans les années 80. Puis il a aussi bossé dans, le bâtiment, la mécanique, la plasturgie et autant de trucs dans lesquels moi je suis personnellement complètement nul. D'accord, et c'est vrai effectivement qu'on est originaire de la même ville, la même région. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années un peu par hasard à l'époque où toi tu étais, à l'école d'ingénieur de la ville de Troyes, l'UTT, moi j'étais à l'école de commerce et on a repris contact très récemment justement pour parler de ce sujet donc merci encore, de ta présence aujourd'hui. Mais on va commencer, Jean-Baptiste, parce que en plus d'être youtubeur, tu es avant tout, ingénieur, tu es, cofondateur de Signal Arnaque. C'est quoi Signal Arnaque en quelques mots? Alors Signal Arnaque, c'est une plateforme de, signalement des escroqueries en ligne. C'est une plateforme communautaire. Donc, si vous voyez une arnaque en ligne, bah, vous pouvez la signaler. Ça vous prend, quelques minutes à peine et ça permet de prévenir en moyenne 200 personnes, hein. À chaque fois que vous faites un signalement, il est vu en moyenne par 200 personnes. C'est complètement gratuit et ça permet, du coup, en quelques minutes de protéger pas mal de monde. Et en quoi c'est différent des plateformes gouvernementales? Parce que je crois qu'en France, il y a des plateformes qui sont mises en place pour faire du signalement, quand il y a des problèmes. Exactement. La différence, c'est que là, vous faites un signalement public. Donc, immédiatement, ce que vous signalez, c'est visible par, tout un chacun. Puisque lorsque vous faites un signalement auprès des autorités, c'est pas un signalement public, donc ça veut dire que, bah, ça va être dans les fichiers d'une autorité quelconque, qui va s'en saisir ou pas. Et là Mmh. là-dessus, il faut dire qu'il y a une certaine opacité. Donc, là, voilà, là, vous savez qu'avec Signal Arnaque, il y aura un impact qui est: vous prévenez pas mal de personnes qui vont voir votre Et la signalement. communauté est au courant. Et donc c'est toi qui as monté ce projet. Donc je le disais, toi tu es ingénieur, tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence artificielle, et tu es donc derrière cette chaîne YouTube, qui s'appelle IA Clash. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses au sujet de débunkage des discours publics des experts sur l'IA? Parce que tu corriges pas monsieur, madame, tout le monde au final. Tu corriges les grands pontes de l'IA, les grandes voix de l'IA, notamment en France. Tu démystifies certaines déclarations de personnes très respectées. Pourquoi? Et ça a commencé comment? Bah, ça a commencé à cause d'une IA, à cause de l'IA de YouTube. Qui, bah, tu sais ce que c'est, tu consommes, des vidéos sur un sujet et puis l'algo, se met à te recommander, de plus en plus de vidéos sur ce thème-là. Mmh. Et puis au bout d'un moment, je suis tombé sur Luc Julia et je l'ai entendu dire absolument n'importe quoi avec un aplomb, invraisemblable. Et là, j'ai vu tout le monde qui applaudissait. Avant qu'on rentre dans le détail, pardon, Jean-Baptiste, tout le monde connaît pas Luc Julia. En 30 secondes, tu peux nous le présenter? Ouais, Luc Julia, c'est quelqu'un qui se présente comme le, créateur de Siri. Mmh. Et qui, se fait appeler, du moins lui, il dit qu'il se fait appeler le pape de l'intelligence artificielle. Et bon, c'est une présentation avec laquelle je suis personnellement pas d'accord, mais voilà, il a eu une carrière dans les nouvelles technologies.
C'est quelqu'un qui, à la base, vient du monde des interfaces homme-machine. Mmh. C'est ça sa spécialité. Il a, travaillé dans un laboratoire assez prestigieux, le SRI, aux États-Unis, et ensuite il a eu une carrière dans différentes sociétés technologiques, notamment chez Samsung. Il a il est passé, à peine 1 an chez Apple, et puis il a été directeur scientifique chez Renault. Absolument, et donc il a sorti un livre, hein, qui l'a, fait connaître, enfin je sais pas s'il avait besoin, mais en 2019 qui disait, son livre c'était «L'intelligence artificielle n'existe pas», et donc forcément il est très connu sur le sujet de l'IA et il prend souvent la parole, et donc c'est ça qui t'a marqué, hein? Alors ça m'a marqué parce que donc voilà, moi je l'ai vu faire parce qu'il fait vraiment beaucoup de conférences, et je l'ai vu faire quelques conférences, et notamment, il y en a une, je l'ai regardée en entier, ça faisait 1 heure et demie, et sur 1 heure et demie, où il s'adresse à des développeurs, hein, en face, Mmh. sur 1 heure et demie, j'ai relevé une trentaine de problèmes. Donc c'est que c'est pas, voilà, c'est pas des accidents. En plus, c'est des conférences normalement qu'il a préparées. Mmh. Donc j'étais un peu étonné, et là vraiment ce qui m'a convaincu de lancer la chaîne, c'est quand ensuite je l'ai vu passer, devant les sénateurs, dans le cadre d'une commission, parlementaire, et là, il s'est mis à raconter la même chose, donc notamment les mêmes bêtises, et les sénateurs étaient ravis, hilars, et ils l'ont tous félicité pour la clarté de ses explications, alors que ça a été, une véritable séance de désinformation. Donc là, je me suis dit: «C'est pas possible, il faut faire quelque chose», et donc je me suis dit: «Allez, je fais je fais une chaîne YouTube». Et et donc j'ai lancé un premier épisode comme ça, et hasard, invraisemblable, le jour où je lance cet épisode-là, le même jour, il y a un youtubeur un petit peu connu qui s'appelle, Monsieur Phi, qui a sorti une vidéo sur le même thème. Alors que ça n'avait pas été fait avant, hein, et on le sort tous les 2 le même jour, et donc ma petite chaîne, qui, à la base aurait dû avoir, 12 ou 13 vues sur sa première vidéo, elle s'est retrouvée avec 20 000 vues, et donc ça m'a convaincu de continuer. D'accord, et tu peux donner quelques exemples de ce qui t'a marqué dans le discours de Luc Julia? Oui, c'est que, lors de, ce qu'il raconte, il y a des problèmes aussi bien sur le récit historique de comment ça s'est passé, la création de l'intelligence artificielle, avec des anecdotes qui sont vraiment, sans rapport avec la réalité. C'est-à-dire, il y a vraiment des choses, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé les chercher. Hem, Avec des éléments où, il dévoie la science pour moi, c'est-à-dire, il prend une publication scientifique, il montre la publication à l'écran, et il fait dire à cette publication des choses qu'elle ne dit absolument pas, et on peut le voir, hein, parce qu'on voit le le résumé, à l'écran, et rien qu'en lisant le résumé, on voit que ça correspond pas à ce qu'il dit. Et puis il y a aussi des choses qui sont, assez problématiques. C'est par exemple en 2025, il prend des chiffres, ou des exemples, de, fin 2022, donc les tout débuts de ChatGPT, où effectivement il y avait pas mal de problèmes, et donc raconter que c'est pareil en 2025, voire de temps en temps il dit que c'est devenu pire, heu, c'est, Mmh. bah, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui simplement dans leur expérience quotidienne se rendent compte qu'il y a un problème. Donc c'est des questions de rigueur scientifique, de sources, de publications dont il tord un peu le sens, c'est ça, hein? C'est ça, c'est-à-dire que, moi, c'est ce qu'on appelle, vulgairement de la fake news, hein. C'est-à-dire que, il y a des choses qui sont, encore une fois, purement inventées, il y a des choses qui sont des faits qui sont tordus, et puis, tout ça, c'est au service d'un discours qui est marqué. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de pensée, sur l'intelligence artificielle, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais lui, il a une forme de pensée sur l'intelligence artificielle qui est plutôt sceptique, Mmh. et son discours, il est très, très porteur de ça, et à la limite, pourquoi pas, si, c'est porté par des arguments, par des faits qui sont véritables, et là, ce dont on s'aperçoit que c'est vraiment pas le cas. Pour tous les auditeurs intéressés sur le sujet, évidemment, je les renvoie à ta chaîne YouTube, donc IA Clash sur, YouTube, où vous aurez c'est une vidéo assez longue où tu expliques justement tout en détail, ces raisonnements. Jean-Baptiste, quand tu entends quelqu'un se présenter comme un expert en IA, c'est quoi ton premier réflexe?
Est-ce que tu vas vérifier systématiquement, son sa biographie, son parcours, ses sources, Alors en premier, c'est pas le CV que je regarde. Mmh mh. Je le regarde éventuellement, mais c'est pas la première chose que je regarde. Je regarde effectivement en premier lieu ses sources. Mmh. Mais c'est pas toujours possible parce que finalement les gens qui donnent leurs sources, c'est pas une habitude, qui est si fréquente que ça malheureusement et donc la plupart du temps, j'écoute ce qu'il dit et puis quand, il dit quelque chose qui me paraît un peu bizarre et à force, je commence à avoir l'oreille, et ben je creuse et là, quand on creuse, même sur des sujets que je connais pas spécialement, quand on creuse, généralement, on trouve des choses assez inattendues. Oui, c'est ça, parce que toi, tu répètes souvent que tu es pas un spécialiste des LLM, mais que tu as une culture technique suffisante pour repérer ces failles. Selon toi, quel niveau d'expertise il faut pour savoir qu'un expert comme Luc Julia, Laurent Alexandre, Yann Lequin ou d'autres raconte n'importe quoi à la télé ou dans la presse? Ça dépend du type de bêtises qui sont dites. C'est-à-dire que, quelqu'un comme Luc Julia, un amateur éclairé peut vous dire qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui posent problème dans, par exemple, une conférence que vous allez suivre, qu'à un moment ou un autre, vous allez sentir qu'il y a des choses un peu bizarres. Donc après, faut aller creuser, il faut aller faire un petit peu de fact-checking et pas nécessairement très compliqué d'ailleurs. Par contre, quand il s'agit de s'attaquer à quelqu'un comme, Yann Lequin, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, et qui jouit d'une aura nationale en France, qui est absolument, considérable. Oui, oui, enfin voilà, national, international, c'est une personnalité exceptionnelle, Yann Lequin, c'est Ouais, véritablement, et pourtant heu tu t'es attaqué à elle? oui, bah, oui, parce que, c'est pas parce que c'est une personnalité exceptionnelle qu'elle est infaillible, en particulier quand, voilà, quand elle aborde certains sujets qui sont, de façon non scientifique, voilà. Mais donc, par exemple, sur le cas Yann Lequin, là, voilà, je fais relire, mon script par un vrai spécialiste du sujet. D'accord. Mais ça veut dire que toi, tu t'entoures derrière de spécialistes pour essayer de comprendre un peu ce qui va pas? Combien de temps tu passes quand tu crées tes vidéos, quand tu débunks justement, ces discours ou ces interventions? Heu, c'est pas un process continu parce que, en réalité, je consomme pas mal de contenu au quotidien et donc, bah, je me fais des petites notes en réalité quand je vois des choses Mmh. et puis, après j'y repense, en me brossant les dents sous la douche et puis voilà, ça mûrit un peu et puis après je vais aller, faire certaines vérifications. Mais comme tu vois, c'est vraiment un process qui est, en tout cas sur les premières étapes et finalement qui sont les plus longues, c'est pas un process très, continu et très ordonné. C'est difficile pour moi de donner du temps. On va dire une fois que j'ai construit cette base-là et donc, là voilà, bah, par exemple, tu vois, j'ai 5 ou 6 thèmes, qui sont en chantier pour les vidéos à venir. Et je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront, mais parce que voilà, parce que ce sont des idées que j'ai notées en cours de route et puis après quand j'en ai suffisamment sur un thème donné, là je vais me lancer et là j'aurai 10-15 heures à passer dessus. Comment tu fais la différence entre, des erreurs, des oublis, peut-être des maladresses? Tu sais, quand tu es en direct à la télé ou, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tu as une forme de pression. Parfois, tu peux, dire des choses qui sont pas tout à fait exactes ou oublier un truc. Comment tu fais la différence entre ça et une forme de malhonnêteté intellectuelle revendiquée où le but est vraiment de tromper? Parce qu'on est tous humains, on fait tous des erreurs, on dit parfois des choses qu'on n'aurait pas dû dire ou on simplifie volontairement certaines choses. Comment tu détermines ce niveau d'équilibre? Hem, alors je cherche pas nécessairement à le faire, hein. Mon but c'est pas de porter un jugement sur les gens, même si incidemment ça m'arrive, je l'avoue. Mon but c'est d'éclairer les gens sur les prises de parole. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui se trompent par accident, et puis il y a des gens qui mentent, et il y a des gens qui font des raisonnements motivés. C'est-à-dire qu'ils ont un point de vue qui correspond à une certaine façon de penser l'intelligence artificielle, et qu'à partir de là, ils vont faire ce qu'on appelle du cherry picking, ils vont seulement sélectionner les choses qui corroborent ce point de vue. Et c'est assez humain, hein, c'est normal. Et donc, on va Mmh. dire, il y a une variété de
de cause qui peuvent amener du coup les gens à prononcer des choses qui sont inexactes et moi je suis pas un tribunal. Je suis là pour montrer que aussi bien, des personnes qui sont véritablement des experts que d'autres qui se présentent comme des experts, peuvent dire des choses, qui sont fausses sur l'intelligence artificielle et donc, bah, à travers ces quelques exemples, je montre aussi quels sont les points auxquels il faut faire attention et puis c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses en fait sur l'IA parce qu'il y a en réalité beaucoup de choses à apprendre et et j'ai eu une discussion, récemment avec quelqu'un qui disait: «Mais en réalité, c'est difficile de se dire expert sur ce sujet puisque par rapport aux grands modèles de langage, on part presque tous à égalité». Hem, c'est tellement nouveau et la discipline, on continue véritablement encore à la découvrir, sur beaucoup d'aspects que, hem c'est difficile de dire que telle personne a plus de légitimité qu'une autre, c'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle depuis, 30-40 ans, mais s'ils ont pas travaillé sur des sujets véritablement, liés aux grands modèles de langage, ça va pas les rendre plus pertinents que quelqu'un, qui fait de l'économie ou de la philosophie et qui a particulièrement creusé un aspect de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Est-ce que ce que tu soulignes, et j'extrapole volontairement un peu, mais c'est pas aussi un peu un manque de diversité dans les voix qui parlent de l'IA? Je m'explique, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir toujours les mêmes personnes qui prennent la parole dans le domaine public, dans la presse, dans les médias, dans, les grandes interventions, quand on parle de l'IA. C'est toujours effectivement, Yann Lequin, Luc Julia et cetera. Alors ça peut être logique parce que c'est des experts, a priori, mais c'est un peu toujours les mêmes et du coup on a un peu toujours une sorte de discours dominant qui tourne en rond. Est-ce que je me trompe? Alors, je ne suis pas la personne la plus représentative, je pense, pour dire, est-ce que vraiment il y a manque de diversité ou pas? Parce que moi, je suis un gros consommateur, du coup, de contenu et je vois passer beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nécessairement prennent plus de place, qui sont plus prestigieuses. Voilà, une personnalité comme Yann Lequin, c'est normal qu'on la voit plus puisque, voilà, quand sous ton seul nom, tu fais venir plusieurs milliards d'euros en France, que tu as eu la plus Mmh. haute distinction, dans, l'informatique et le prix Turing, c'est normal. C'est normal que, effectivement, tu sois présent, que tu sois écouté, que tu sois respecté. Il y a pas de problème avec ça. Et après, c'est vrai que il y a, pour moi, pas tant un problème sur la diversité des personnes, parce que moi je trouve qu'il y a quand même une certaine diversité de profils, mais il y a surtout un problème dans, hem, la façon dont sont présentés les points de vue où je trouve que, très souvent tu as dans les débats un petit peu scientifiques des espèces de faux, de faux débats qui sont créés, par exemple, sur le changement climatique, tu vois? Où, bon là voilà, il y a un consensus scientifique sur le changement climatique et où on va réussir à t'amener, un sceptique, sur ce thème-là pour le mettre face à quelqu'un qui est donc plutôt du consensus scientifique, pour faire un débat qui n'existe pas en réalité. Juste pour amener de la friction, du clash, du voilà. Mmh. Exactement, exactement et à l'inverse, dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a véritablement une friction, Mmh mh. enfin je dirais même plusieurs, et c'est assez peu souvent souligné, quand, il s'agit d'intelligence artificielle et c'est-à-dire que, souvent on a un ou 2 experts qui interviennent, plus ou moins experts d'ailleurs, et qui vont donner un point de vue en donnant le sentiment que c'est le point de vue dominant, que c'est le consensus scientifique. Alors que, aujourd'hui, encore une fois, c'est une discipline qui est assez nouvelle. Alors l'intelligence artificielle en tant que discipline, hein, ça date, de 1955, hein, donc c'est assez ancien. Mais la partie véritablement LLM où il y a des fondements qui sont assez, assez différents et qui nous obligent à regarder les choses de façon assez différente, par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Là,
on n'a pas le reflet justement de cette diversité de points de vue et des débats assez âpres qu'il y a sur ces questions. Quelles sont les plus grosses bêtises que tu as débusquées dans tes vidéos sur ta chaîne YouTube? Alors il y a quelques grands moments. Alors par exemple, il y a le philosophe et ancien ministre, Luc Ferry, qui explique que les prompts des IA, ce sont les questions supplémentaires. Il y a la patronne de l'IA en France, Anne Bourreau, qui nous dit que les voitures autonomes, c'est pas de l'intelligence artificielle. On a le philosophe Éric Sadin qui, a dit avec un aplomb assez consternant que utiliser ChatGPT, c'était infiniment pire pour le climat que prendre l'avion 1 ou 2 fois dans l'année. Voilà, c'est c'est ce genre de choses, voilà. D'accord, et des choses qui sont évidemment entendues, reprises et qui infusent dans le débat public? Alors c'est pas nécessairement ça, c'est vraiment effectivement les plus grosses bêtises, c'est pas nécessairement celles qui sont les plus reprises. Celles qui sont, les plus reprises, c'est et qui sont pour moi effectivement beaucoup plus problématiques pour le coup, ce sont des choses par exemple sur, cette question de, l'impact de, l'IA en termes, énergétiques et en termes, climatiques, consommation d'eau et cetera, où là Mmh. on a une représentation des choses qui est assez éloignée de la réalité. On a aussi la façon dont sont présentés les grands modèles de langage aujourd'hui, où on les présente souvent comme des systèmes statistiques qui feraient des moyennes. Et ça, au mieux, c'est une description qui ne sert à rien. Au pire, c'est quelque chose qui est complètement faux puisque, ça fait absolument pas des moyennes. C'est au contraire, ce sont des systèmes qui détectent, des corrélations, mais avec une finesse assez extraordinaire et c'est ça qui leur permet de très bien rédiger notamment et c'est ça aussi qui leur permet de faire des associations d'idées souvent pertinentes, parfois inattendues et qui conduisent, de temps en temps à vraiment, franchir en termes de connaissances, des barrières qu'on n'avait pas réussi à franchir jusqu'à présent. J'en veux par exemple, le fait que, on a démontré des théorèmes, ou on a résolu des problèmes, très compliqués, qui résistaient à des mathématiciens depuis plusieurs dizaines d'années, grâce à ces grands modèles de langage. Donc, si ça faisait purement des moyennes, on ne pourrait pas trouver de la nouveauté. Or, on trouve de la nouveauté. Ta chaîne YouTube, IACLA justement donc, met en avant ces prises de parole un peu, maladroites, fausses, ou malhonnêtes. Comment réagit la communauté? Comment réagissent tes viewers? Est-ce que tu as, par exemple, des, défenseur de Luc Julia, Yann Lequin, Laurent Alexandre, Luc Ferry et cetera qui montent un peu au créneau? Ou est-ce qu'il y a plutôt un consensus pour dire: «Bah, ouais, OK, ils ont peut-être dit un truc qu'il fallait pas là»? Alors souvent, on va dire la réaction que j'ai, c'est, «Bon d'accord, là ce qu'il a dit, c'était pas bon, mais je suis quand même d'accord avec son point de vue sur le fond» et moi ça me va en réalité. Mmh. C'est-à-dire, je suis pas là pour faire changer les gens de point de vue sur l'intelligence artificielle de manière générale. Je suis là pour que, hem, leur point de vue, il soit basé sur des faits qui soient justes et donc voilà, là c'est l'occasion de de débunker certaines idées qui sont effectivement qui peuvent être, assez souvent répétées, qui sont fausses et puis pour essayer de mieux se représenter les problèmes dans leur juste proportion et pour mieux les penser aussi. Donc c'est pour ça que, à chaque fois, ces sessions debunk, c'est aussi vraiment des sessions, de vulgarisation scientifique, hein, pour une bonne partie. Quelle est la plus grosse idée reçue sur les LLM que tu entends en boucle, et qui te donne envie de couper le son de ta télé, par exemple? Alors tu parlais d'écologie à l'instant, j'imagine que c'en est une, mais il y en a peut-être d'autres? Oui, alors il y a véritablement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté, c'est des systèmes statistiques. Souvent on emploie l'expression, perroquet stochastique pour dire, Absolument, et j'ai ce des sont invités qui l'ont employé cette expression. voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens qui voient dans les LLM, dans ces grands modèles de langage, simplement des outils qui,
répète, réagence les mots d'une certaine manière, mais sans Mmh. véritablement grande nouveauté, sans véritablement grande innovation. Alors que, certes, quand, on pense à un grand modèle de langage, heu, on revient toujours sur, le principe de base de ces grands modèles de langage qui est qu'ils doivent prédire le prochain mot. C'est ça fondamentalement, comment ils sont faits initialement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si par exemple, vous lisez un roman policier et que le dernier mot du roman policier, c'est le nom du tueur, et bah, pour pouvoir anticiper le nom du tueur, il va falloir que vous ayez quand même bien compris l'histoire. Donc ça va demander un degré, d'analyse qui est quand même extrêmement élaboré. C'est pas, c'est-à-dire qu'en faisant la moyenne des chapitres, précédents ou la moyenne des livres, du même genre, ça vous donnera pas ça vous donnera pas la réponse. Et et c'est ça pour moi effectivement, ça c'est vraiment, une idée particulièrement fausse parce que, nous aussi, heu, quand, on fabrique des phrases, quand on fabrique des idées, on les fabrique à partir de choses qui sont existantes et on les réagence, on les réordonne, on fait des associations d'idées, entre des domaines qui peuvent être, différents pour, les examiner sous une perspective, innovante. Et tout Mmh. ça, c'est exactement ce pourquoi l'architecture des grands modèles de langage est faite. Et donc, c'est pas anormal en fait d'arriver à résoudre pour eux des problèmes qui sont vraiment des problèmes de logique qui peuvent être parfois très difficiles. Alors comme par contre, ça reste quand même, voilà, une intelligence artificielle qui est pas faite comme notre cerveau, il y a des choses que des humains, résolvent, très aisément, sur lesquelles ils ont du mal. Mais à côté de ça, voilà, il y a des choses que nous on va bloquer et sur lesquelles eux vont être très bons. Donc c'est vrai que parfois j'ai le sentiment que les les gens se mettent un peu, en compétition, l'humain face au grand modèle de langage et pour moi cette compétition elle a pas lieu d'être. Nécessairement, on va dire d'un point de vue économique, d'un point de vue de son ego, on est obligé de faire, cette comparaison. Mais c'est la réalité, c'est simplement qu'on a des outils qui sont capables de faire justement ces associations d'idées qui peuvent être extrêmement riches et donc c'est tout le contraire d'un perroquet. Sur ta chaîne YouTube, donc tu débunkes, tu expliques, tu cherches un petit peu les erreurs, dans ces grands discours, autour de l'IA. Mais est-ce que dans ton travail, tu as déjà vu des discours sur l'IA franchement dangereux? Franchement, avec une énorme dose de désinformation? Et est-ce que tu as eu envie de t'y attaquer? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça ton parti pris. Ton parti pris, c'est vraiment d'aller chercher les petites erreurs de sources, de bibliographie, rétablir un peu la vérité sur certains faits, et cetera. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres discours qui t'ont vraiment choqué? Je pense que, derrière, justement les erreurs de chiffres et cetera, il y a des choses plus graves effectivement qui se cachent. Quand, par exemple, on a quelqu'un comme, Yann Lequin, qui fait un certain nombre de, qui a un c voilà, qui a un parti pris, on va dire, sur tout ce qui est sécurité de l'intelligence artificielle. C'est dangereux. C'est dangereux parce que dans son parti pris, il va dire: «Voilà, les choses, elles vont se réguler toutes seules». Et c'est pas le consensus, scientifique puisque aujourd'hui il y a un domaine, de, l'intelligence artificielle qui s'appelle, la sécurité de l'intelligence artificielle où on constate qu'il y a il y a des problèmes, hem, qu'on appelle d'alignement, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on on constate que, dans un certain nombre de cas, l'intelligence artificielle ne fait pas ce qu'on veut et c'est normal puisque l'intelligence, elle n'est pas programmée. On souvent on dit, on la fait pousser, on l'élève, on l'éduque. Et donc c'est un peu comme un enfant ou comme un animal, c'est-à-dire que à la fin, bah, on va l'avoir éduquée du mieux qu'on peut, mais elle va quand même éventuellement avoir des comportements inattendus.
Et parmi ces comportements inattendus, il y a des comportements qui sont indésirables. Alors, parmi ces comportements indésirables, il y a des choses qui sont, bon, je vais donner un exemple professionnel. Aujourd'hui, les IA sont très utilisées dans le monde du développement, et de temps en temps, vous avez des gens qui leur donnent vraiment beaucoup de responsabilités. Et c'est arrivé plusieurs fois que vous ayez des intelligences artificielles qui effacent complètement un serveur ou une base de données en production. Et vous avez des startups qui se sont retrouvées coulées comme ça, hein, à cause de. Parce que donner trop de responsabilités à un agent d'IA ou à une, Exactement, exactement. Et pourtant, voilà, l'agent, IA en question, il est encadré. À un moment, il se retrouve confronté à une difficulté et il prend une décision, heu, qui le conduisent à faire une grosse bêtise. Et voilà, moi voilà, j'ai plusieurs, plusieurs cas, de ce type vraiment où vous avez des systèmes qui ont détruit, des des bases de données en production. Et donc bon, et donc ça rejoint le discours plutôt ça va en opposition au discours donc de Yann Lequin qui lui, si je comprends bien. qui lui dit c'est les choses globalement, il dit: «Oui, il y a des problèmes, mais en réalité, c'est comme dans n'importe quel secteur, les choses elles vont se régler au fur et à mesure». Mmh mh. Heu et mmh et donc vous avez par exemple quelqu'un comme, Yoshua Bengio, qui est, un autre, chercheur extrêmement important sur ce sujet-là, peut-être plus encore que Yann Lequin, qui dit lui, hem: «Le problème, c'est que ça va tellement vite que, aujourd'hui, les ressources qui sont mises dans, l'apprentissage de modèles toujours plus gros, toujours plus puissants, fait que les capacités, elles arrivent plus vite que les solutions de sécurité». Et c'est par exemple ce qu'on a vu, avec, le modèle, Claude Mythos, où, il y a ce modèle qui n'est pas sorti au final parce que, en le testant, donc Anthropic, fait intervenir des cabinets, de sécurité extérieure. Ils ont leur équipe en interne, mais ils font aussi intervenir des équipes extérieures. Et là, en faisant un certain nombre de tests, ils se sont par exemple, aperçus que s'ils le lâchaient dans la nature, et ben, vous alliez avoir des attaques de cyberpirates un peu partout, parce que le système était capable de découvrir des failles de sécurité non publiées, dès le premier jour, quoi. Mmh. Et donc forcément, vous mettez ça dans la nature, bah, vous vous retrouvez avec des tas de systèmes qu'il va falloir, patcher, pour lesquels, ça va prendre, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et imaginez si, c'est, un gouvernement hostile qui a ça entre les mains. Mmh. C'est, voilà, c'est un exemple de conséquences dramatiques qu'on aurait pu déjà vivre, hein. Si c'était pas voilà, si ça avait été, une autre structure que Anthropic qui avait été le premier à avoir accès à Mythos. Dans tes interventions, tu pointes souvent du doigt le manque de culture scientifique des journalistes, face à l'intelligence artificielle. Hem, Si tu devais leur donner une seule règle d'or pour, fact-checker en direct et c'est difficile de le faire en direct, mais ou de plus se faire mener en bateau dans les interviews, ça serait quoi? Bah, c'est faites-vous aider. Faites-vous aider, ces sujets-là sont compliqués. Et c'est-à-dire que même si on a bien préparé, l'intervention, c'est toujours assez facile pour quelqu'un qui est spécialiste de dire: «Bah, oui, mais non, ça vous avez pas bien compris tel papier, puis il y a tel autre qui est sorti entre-temps». Et si on n'a pas cette culture-là au quotidien, heu, en fait, c'est très compliqué de pouvoir réagir, par rapport à ce qui va être dit. Donc oui, là, mais ce que je dis là, d'ailleurs, c'est pas, seulement le cas pour l'intelligence artificielle, hein. Il y a des tas de disciplines, scientifiques, hein, et d'ailleurs scientifiques de la science dure, mais aussi des sciences sociales, hein, où, un journaliste, seul, va être en grande difficulté s'il est face effectivement à un expert qui a des propos, Dans problématiques. une certaine mesure, ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie de Covid, avec le professeur Raoult qui,
avait une manière de s'exprimer face aux journalistes qui était toujours un peu, hautaine, un peu cassante, un peu: «Je suis le professeur, je suis le plus diplômé, j'ai le plus d'expérience», et qui rabaissait systématiquement, ses interlocuteurs. Je sais pas si tu te souviens de ses, interventions à la télévision notamment? Oui, oui, je m'en souviens bien mais le problème, c'est que c'est extrêmement payant cette attitude-là. Pourquoi? C'est triste à dire, mais le fait d'avoir un ton, extrêmement affirmatif, voilà, d'être très, très assertif, si possible un petit peu en rupture avec le consensus dominant, c'est extrêmement payant parce que, ça fait réagir, ça va être énormément partagé sur les réseaux sociaux. On va avoir des gens qui disent: «Ah bah voilà, enfin quelqu'un, qui, dit les choses, clairement, vraiment voilà, il ose dire, ce que les autres nous cachent» et cetera et on en a vu, hein, le professeur Raoult, c'est quelqu'un qui a très, très bien fonctionné sur les réseaux sociaux. Heu et mmh et ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, la culture journalistique est poussée par le phénomène des réseaux sociaux, parce que, bah, nécessairement, il y a une part de plus en plus importante de leur activité qui est liée à celle-ci. C'est-à-dire aussi bien pour faire, pour avoir du trafic entrant, mais aussi pour avoir une partie de leurs médias qui deviennent, eux-mêmes, bah, des médias en ligne ou des médias pseudo-sociaux, heu et et du coup, ils sont quasiment contraints de rentrer un peu dans ce jeu-là, mais qui est un jeu mortifère pour la qualité de l'information. En préparant l'émission, Jean-Baptiste, tu me disais qu'on peut schématiquement organiser les experts de l'IA en 4 catégories. Donc on aurait les doomers, les bloomers, les schumpeteriens et les sceptiques. Tu peux essayer d'expliquer un peu? Si je vous propose de faire un petit test, un petit test de personnalité. Alors c'est très simple, alors là, il y a juste 2 questions. La première, c'est: est-ce que vous pensez que l'IA va bouleverser la société plus que n'importe quelle autre, technologie? Mmh. Donc, par exemple, l'agriculture, ça a radicalement transformé les sociétés humaines. Plus proche de nous, la machine à vapeur, ça a radicalement transformé les sociétés humaines. Donc, est-ce que vous pensez que l'IA, ça va autant, voire plus, transformer la société que ces 2 innovations-là? Deuxième question, est-ce que vous êtes globalement optimiste ou pessimiste au sujet de l'IA? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez plutôt aux problèmes posés par l'IA qu'à ses retombées positives? Et donc, par rapport à ces 2 questions-là, ça va vous donner votre votre classement. Et donc, si vous êtes plutôt pessimiste, tout en pensant que ça va bouleverser la société, vous êtes ce qu'on appelle un doomer. C'est-à-dire que vous pensez probable qu'il y ait une catastrophe qui se produise à cause de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le côté un peu apocalyptique. C'est ça. Le principe du doom, c'est ça. Si vous pensez que ça va bouleverser la société, mais que vous êtes plutôt optimiste, alors vous êtes ce qu'on appelle un bloomer. C'est-à-dire que la société va être transformée, que ça va être éventuellement un peu violent cette transformation, mais qu'au final, ce sera une transformation qui sera florissante, bénéfique. Mmh. Si vous êtes pessimiste et que vous pensez que l'IA, c'est pas une technologie fondamentalement différente des autres, vous êtes ce qu'on appelle plutôt un sceptique. Donc voilà, vous dites, «Oui, l'IA, c'est bien, mais on en fait beaucoup, on en fait trop et c'est beaucoup de marketing au final, c'est une bulle qui va éclater». Mmh. Et enfin, si vous êtes plutôt optimiste et que vous pensez que l'IA, voilà, c'est une technologie très bien, mais pas spécialement différente des autres et que ça va apporter, voilà, son lot de transformations, certes, parfois un peu négatives, certes, parfois un peu positives, mais globalement positives, vous êtes ce qu'on appelle un schumpeterien. Ça vient du nom de l'économiste, Schumpeter, qui a décrit un processus qu'on appelle, la destruction créatrice, c'est-à-dire le fait que lorsque vous avez une innovation donnée, ça va détruire certains, secteurs et ça va en créer d'autres et heu, ce jeu de création-destruction va être globalement positif.
alors d'ailleurs, faut quand même préciser que ça n'a pas toujours été vrai. Ça a plutôt été vrai en fait, sur les les derniers siècles. Mais par exemple, on peut citer, le début de la première révolution industrielle où c'était pas vrai. Mmh. Je fais un aparté, pardon Jean-Baptiste, je renvoie aux auditeurs qui s'intéresseraient au sujet à l'épisode précédent, dans lequel j'avais, interrogé, Hugo qui est un économiste doctorant, qui se revendique de l'école schumpeterienne. Donc c'est vraiment connecté avec effectivement ce que tu viens de dire. Hem, donc voilà, globalement, cette façon de penser, schumpeterienne, c'est la façon de penser, on va dire, un petit peu par défaut, puisque c'est celle qu'on a toujours connue. C'est-à-dire que globalement, toi et moi, les innovations technologiques qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des innovations technologiques qui ont un petit peu changé la vie des gens, mais qui l'ont rendue globalement plutôt meilleure. Ça a transformé un petit peu la société, ça a effectivement détruit certains secteurs, mais ça en a créé d'autres et globalement, c'était plutôt positif. Et donc ce schéma-là, bah, c'est un petit peu le schéma par défaut qui est du coup adopté par, la majorité de la classe politique Et aujourd'hui. selon donc ta grille de lecture, donc doomer, bloomer, schumpeterien, sceptique, comment tu classerais un peu les personnalités que tu as, débunkées sur ta chaîne? On prend Luc Julia par exemple. Tu le mettrais dans quelle catégorie? Luc Julia, il est exactement dans la catégorie sceptique, c'est-à-dire, son grand mot, c'est, «Calmez-vous, respirez, voilà, ça va bien se passer». Ce truc, qu'est l'intelligence artificielle, c'est un truc qu'on fait depuis longtemps, c'est juste une évolution, c'est une évolution sur laquelle il va quand même falloir faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Parfait. Yann Lequin, tu le mettrais où? Yann Lequin, il est plutôt au milieu. Il est plutôt au milieu parce que, je le mettrais, heu, un petit peu quand même, côté schumpeterien, peut-être un petit peu bloomer, mais globalement lui, c'est un optimiste, hein, c'est un optimiste, mais Mmh. sur spécifiquement les grands modèles de langage, il est plutôt pessimiste, voire, franchement critique. Hem et globalement, voilà, lui, son discours, il est quand même, de dire, on les différents problèmes, qui sont posés par l'intelligence artificielle, on va les résoudre, ça va rendre de très grands services à l'humanité. Hem et voilà, il faut s'en réjouir, et continuer à avancer dans ce sens-là. Mais par contre, c'est vrai que quand on parle spécifiquement des grands modèles de langage, là, il a un point de vue un peu différent. Alors on continue si tu veux bien. Cédric Villani, autre, expert très connu. Ouais, Cédric Villani, en effet, lui, je le mettrais aussi plutôt, dans une catégorie, sceptique ou schumpeterien, c'est-à-dire que, en effet, il est assez critique sur la partie, heu, bah, dont on parlait tout à l'heure, hein, sur, les retombées, en termes de dépenses énergétiques, sur, les effets sur l'éducation, parce que ça aussi c'est une question qui est abondamment développée sur, les conséquences cognitives que ça peut avoir, les conséquences sociales que ça peut avoir, les risques et les dépendances que ça peut créer. Hem et il trouve que, voilà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de globalement intéressant, mais que c'est pas nécessairement une révolution, c'est simplement une évolution continue, qui, qui fait suite à toute l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle qu'on connaît depuis les années Et 50. dernier exemple sur la partie France, Anne Bouvreau, alors elle est peut-être un petit peu moins connue que les autres, mais c'est la, coprésidente, du Conseil de l'IA et du numérique, donc qui est un organe, public, hein. C'est ça, et Anne Bouvreau, bah, c'est une personnalité, moi je l'appelle un peu la patronne de l'IA en France parce que dès qu'il y a une commission, sur le sujet, c'est Anne Bouvreau qui est mise à sa tête. Donc c'était Mmh. ça, par exemple, c'est elle qu'on avait mis présidente pour la première commission qui avait été faite là-dessus. C'est elle qui avait été aussi responsable du sommet sur l'IA qui a eu à Paris. Et elle, voilà, elle est, typiquement dans le schéma schumpeterien. Voilà, c'est vraiment, D'accord.
le schéma politique, voilà, c'est une nouvelle technologie, qui va nous apporter plein de choses, mais n'ayez pas peur, c'est pas spécialement différent de ce qui s'est passé auparavant. Et si on traverse l'Atlantique, États-Unis, Canada, est-ce qu'ils sont tous, ultra optimistes, les Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg et cetera? Ou est-ce que tu entends parfois des voix un peu discordantes? Alors, non, non, là-bas, en fait, il y a vraiment une grosse catégorie de doomers et d'ailleurs, c'est vraiment, un reproche qui est fait à ces gens-là, puisqu'on dit qu'en réalité, ils font un marketing de la peur. Mmh. Ce qui est un peu étrange parce que ce sont des gens qui, vendent l'IA et qui en même temps disent: «Attention, l'IA, c'est très dangereux». Et là, c'est vrai que, par exemple, Elon Musk, lui, c'est quelqu'un qui, dès 2014, donc avant qu'il se lance dans ce business-là, disait: «Attention, avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon». Mmh. Hem et donc plusieurs fois, effectivement, il est revenu sur ce sujet. Elon Musk, donc il est notamment à la base de la création de, OpenAI. C'est lui qui a financé, OpenAI tout au début. Sans lui, la société serait pas là, quoi. Et il l'a fait précisément parce qu'il était convaincu qu'il y aurait, un problème au fait que, l'intelligence artificielle sorte, et qu'elle soit dominée par une société unique. Alors la société unique, à laquelle il pensait, c'était Google. Puisqu'en 2014, Avec le modèle DeepMind, heu, voilà, Google avait racheté DeepMind qui était le le labo de recherche, vraiment très, très en vue sur le sujet à l'époque, et qui, voilà, labo qui aujourd'hui, est responsable du développement de Gemini d'ailleurs. absolument. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors peut-être une dernière question pour toi. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, qui sont, soit en école de management, soit en école d'ingénieur aujourd'hui et qui demain, s'ils trouvent un emploi, on sait que c'est compliqué en ce moment, notamment à cause de l'IA, seront exposés directement à l'IA, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces futurs jeunes diplômés ou ceux qui viennent de sortir des écoles, ou des universités? Bah, je leur ai dit je leur dirais: «Soyez prêts à toute éventualité, votre vie ne sera pas celle de vos parents, hem et ne restez pas seuls». C'est-à-dire que, en réalité, dans un monde où l'intelligence, artificielle va prendre de plus en plus de place, hem, je pense que, les décisions qui vont être prises vont être, importantes, hein. Elles vont être très, très politiques. Puisque lorsque vous allez concentrer justement plus d'intelligence, heu, dans peu de mains, puisque c'est ça que va permettre l'intelligence artificielle, vous allez donner plus de pouvoir, justement à quelques groupes, à quelques entités et donc il faut pas que vous soyez seul par rapport à ça. Donc c'est important justement de maintenir, des contacts, des relations sociales, puisque ça va être ça, à l'avenir en réalité, la de mon point de vue, la valeur ajoutée essentielle de l'humain, ça va être les relations sociales. Donc, aussi bien pour, avoir un petit peu de maîtrise sur son avenir que pour être, attractif pour des employeurs potentiels, hem, le fait d'avoir de bonnes relations sociales, le fait d'avoir de bonnes compétences sociales, c'est un sujet qui va, selon moi, devenir de plus en plus critique. Donc on travaille ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, qui complète le savoir-faire, c'est-à-dire, la communication, la gestion du stress, la capacité l'esprit critique, la capacité à faire passer les bons messages et cetera. Oui, alors mais je dirais que c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que souvent dans le côté soft skills, il y a un petit côté, il y a un petit côté, ouais, bon, savoir comprendre les non-dits, jouer un petit peu avec le côté politique, qu'il peut y avoir dans les relations business. Moi, je pense que ce dont je parle, ça va au-delà, puisque, faut vraiment effectivement être capable de faire ça, mais il faut aussi construire des vraies relations.
vraiment faire partie de vraies communautés d'intérêt, qui tiennent sur le long terme, puisque là, il va y avoir des moments où, de toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie, où il y a des intérêts divergents, mais là, je pense que les forces qui vont être à l'œuvre, encore une fois avec ces très fortes concentrations de pouvoir qui vont arriver, elles vont rendre d'autant plus nécessaire justement de pas être seul et d'avoir de vrais liens, d'avoir de vrais soutiens. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, on va faire un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein, pas de théorie, pas d'autopromo, des idées clés, des conseils pratiques, des décisions à prendre. Ce qui peut changer concrètement leur manière de travailler, de décider ou d'aborder l'IA. Je t'écoute. Alors la première chose, c'est de pas faire confiance a priori à des gens qui sont présentés comme experts de l'IA. La deuxième, c'est alors je vais pas faire de l'autopromo, je vais faire la promo d'un livre qui est celui de Thibaut Giraud, donc Monsieur Phi, qui s'appelle, La parole aux machines et qui donne vraiment une très bonne culture générale sur les grands modèles de langage. Mmh. Et puis si c'est pas déjà fait, lancez-vous sur un mini projet avec un ChatGPT, avec un Gemini, avec un Claude, avec ce que vous voulez, pour aller plus loin que ce que vous faites aujourd'hui dans l'utilisation de l'outil, pour que vous sentiez vraiment où sont les limites, où est vraiment le potentiel. Puisque je pense qu'en réalité, il y a pas mal de choses fausses qui sont dites, qu'on est capable de débunker soi-même en poussant les limites du système. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Hugo Spring-Raguin, qui est économiste et doctorant en économie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. On écoute sa question. C'est une question très liée là aussi à l'emploi et l'économie. Penses-tu que l'IA sera un outil d'asservissement ou au contraire d'un meilleur rapport au travail chez les professions qui, dès aujourd'hui, peuvent avoir un manque de sens au travail? Comme le consulting, l'audit ou les tâches de bureau en règle générale? J'ai pas de pronostic sur ce sujet. Je pense que en réalité, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut envisager les différents scénarios. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amènerait, le scénario plutôt positif? Qu'est-ce qui amènerait le scénario plutôt négatif? Et regarder, voilà, qu'est-ce que c'est les causes potentielles de l'un ou l'autre? Et du coup, bah, qu'est-ce que du coup, on peut faire? Sur quoi on peut agir pour aller plutôt dans le bon sens? Hem et je pense que sur cette question-là, comme sur beaucoup d'autres, ça va être des décisions politiques à la fin. C'est pas des décisions qui sont liées à l'employeur, de se dire à un moment donné, bah, on injecte énormément d'IA, donc on rebat un peu les cartes de l'organisation. Et tu as certains métiers qui seront peut-être, plus attractifs que d'autres ou qui auront plus de sens pour les travailleurs? Alors moi, j'ai été un peu employeur dans ma vie et et hem et en tant qu'employeur, bon, on a une petite marge de manœuvre, mais on est surtout ce que le système économique, nous dit de faire. Mmh. C'est-à-dire que si le système économique, il nous met dans une situation où, on peut faire certaines choses, où c'est rentable de faire certaines choses, et ben, on va les faire. Et puis, si on est dans une situation où, bah, où on peut pas, voilà, tout simplement parce qu'on n'est pas tout seul, quoi, parce qu'il y a des concurrents, aussi parce qu'il y a des règles et qu'il faut qu'on suive, telle ou telle règle. Eh bien, soit, voilà, soit on se conforme en fait à ce qu'exige de nous le marché et le régulateur, soit on disparaît. Mmh. Donc effectivement, après je veux pas non plus, dire, les employeurs n'ont aucune responsabilité, c'est pas du tout ça. Les employeurs, ils ont une responsabilité, mais qui est globalement, si on regarde de loin, qui est marginale par rapport au mouvement historique, qu'on va vivre. Parfait, très bien. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, c'est une question à laquelle, moi j'ai pas su répondre quand on me l'a posée et je suis assez curieux du coup d'entendre, la réponse à celle-ci. C'est qu'est-ce que tu conseillerais au grand public
pour se tenir à peu près à jour de l'actualité de l'intelligence artificielle. Très bien, parfait. Eh ben, merci beaucoup de ta participation. Jean-Baptiste Boisseau, je rappelle que tu es ingénieur et cofondateur de Signal Arnaque, en plus d'être youtubeur donc sur la chaîne IA Clash. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.